Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Aujourd'hui, je vous propose de plonger à nouveau au cœur d'un sujet essentiel pour l'avenir de la médecine libérale, le secteur 3 et plus particulièrement sur sa défense grâce au syndicat Médecins Secteur 3. Pour explorer ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Alexia Michelin, médecin généraliste et trésorière de ce syndicat. Créé récemment, il s'impose déjà comme un acteur clé dans la protection des droits des médecins exerçant en secteur 3 et dans la promotion de leur liberté d'exercice. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'histoire et les motivations qui ont conduit à la création de ce syndicat, les actions concrètes qu'il mène pour défendre ses adhérents et les outils qu'il met à disposition pour simplifier le quotidien des médecins hors convention. Nous aborderons également les nombreux mythes qui entourent le secteur 3 et discuterons de son avenir dans un contexte parfois difficile. Après 2 épisodes diffusés sur ce podcast récemment, intitulés « Faut-il passer en secteur 3 ?» que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, je vous propose aujourd'hui de découvrir pourquoi il est essentiel de sauvegarder le secteur des praticiens déconventionnés et comment un syndicat comme Médecins Secteur 3 peut devenir un allié indispensable pour les praticiens. Bonjour Alexia, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Alexia, je vais te poser directement, comme d'habitude, ma première question. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est né le syndicat Médecins Secteur 3, quelles étaient les motivations initiales des fondateurs et quel est son rôle dans le paysage médical actuel, s'il te plaît? En fait, il n'y avait pas de syndicat spécifique du secteur 3. Et puis, on part du principe qu'en fait, on ne défend bien que ce qu'on connaît. Donc, en fait, Médecins Secteur 3, il est né d'un petit groupe de médecins qui ont senti le besoin de se regrouper pour défendre un intérêt commun, tout simplement. Et voilà. Donc, on est le seul syndicat quand même à défendre le secteur 3. Donc, c'est une première en France. On est content, quoi. Félicitations pour ça. Donc tu es toi-même en secteur 3 depuis juillet 2023. Si tu me parles de défendre ce secteur 3, c'est qu'il est menacé. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi il est menacé, par qui? Bon, il y a plein de menaces qui peuvent atteindre les secteurs 3. Après, par un moment, il y avait eu une menace de déremboursement des prescriptions donc de la CPAM. Explique-moi ça, s'il te plaît. Ça a été une des choses qui a fait qu'on a créé le syndicat, mais pas que, parce qu'il peut y avoir d'autres menaces. Là, on avait eu aussi la menace tout simplement de se reconventionner au bout de plus de 2 ans. Il me semble que maintenant, c'est 2 ans pour se reconventionner quand on est déconventionné. Donc tout ça, c'est des petites menaces mises bout à bout. Il y a d'autres actions qui nous ont poussé aussi à créer ce syndicat. Par exemple, le fait aussi qu'on puisse pas prendre de stagiaires, qu'on puisse pas être maître de stage. Ce genre de choses, c'est des petites choses qui nous ont poussé à créer ce syndicat. Et donc voilà, donc nous on a décidé de plutôt opter pour l'action juridique face à toutes ces menaces, plus que par des actions autres. Bon après, voilà, ce sera notre façon de faire. On va réclamer aussi le droit d'être MSU, et puis on va essayer de vérifier aussi d'autres choses. Par exemple, notamment aussi la législation par rapport aux réquisitions des gardes pour les médecins qui sont en secteur 3. Parce qu'à l'heure actuelle, les médecins qui sont en secteur 3, concernant les gardes, c'est très flou. C'est un flou artistique, c'est-à-dire qu'en fonction de certains endroits, il y a des endroits où les médecins secteur 3 sont totalement exclus des gardes. Moi, c'est mon cas. Moi, j'ai été de principe exclus des gardes sans qu'on me pose la question. Et il y a d'autres endroits pour qui on les oblige quand même à continuer à faire des gardes. Alors normalement, c'est sur la base du volontariat quand même. Et puis, surtout, on les oblige à pratiquer des tarifs de secteur 1. Exact. Donc, pendant les gardes, ils ont un statut de secteur 1, chargé sur du secteur 3. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. Et donc, on va travailler un petit peu sur ça pour essayer d'éclaircir toutes ces choses-là, quoi. Le fait de ne pas pouvoir prendre d'interne, ça nous dérange aussi. On fait la même médecine que les autres, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas prendre des internes. C'est exactement ce que me disaient Amélie Ricoy et Hélène Dumont, 2 consoeurs en secteur 3 que j'ai déjà interviewé dans ce podcast. Et est-ce que tu peux juste me préciser la menace de déremboursement? Donc c'était la menace de l'assurance maladie, ça concernait le déremboursement des médicaments achetés par les patients qui consultaient un médecin secteur 3, c'est ça? Alors, ça concernait les prescriptions des médecins en secteur 3. Donc, c'est une menace qu'ils avaient inscrite dans le PFLSS.
Et en fait, donc nous, on avait travaillé déjà avec notre avocat. On a déjà travaillé avec un avocat sur cette défense. Et donc, il y a déjà eu des actions qui ont permis d'enlever cette proposition du PFLSS. Donc, pour nous, c'est une première action qui est plutôt positive. Voilà, après, on ne sait pas ce que ça donnera dans la suite. Il y en aura d'autres, des PFLSS, et il y aura probablement d'autres menaces sur lesquelles il faudra qu'on agisse. Et en tout cas, on est prêt à agir. Super. Donc tu me parles d'avocat, ça veut dire que dans votre syndicat, qui est tout récent, hein, vous avez une équipe juridique, vous avez un avocat qui vous accompagne, c'est ça? Alors bah oui, on a un avocat avec lequel on travaille, oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que du coup, tu peux m'expliquer quel type d'action vous menez au sein de ce syndicat pour défendre les médecins secteur 3, notamment face à la menace de déremboursement des prescriptions par la CPAM dont tu viens de me parler? Et bien ça, c'est ce que je viens de dire. On a notre avocat qui est prêt à attaquer toute loi qui mentionnerait ce déremboursement. Oui. Après, voilà, on va faire d'autres actions avec le syndicat. Le syndicat, il n'est pas là uniquement pour nous défendre contre ça. Donc, ça fait partie des menaces qui avaient été mises sur notre façon de travailler. Maintenant, pour nous, c'est anticonstitutionnel. Clairement, si on nous empêche de prescrire, en fait, on nous empêche de pratiquer. Donc, en fait, c'est tout simplement, c'est illégal, quoi, tout simplement. Donc après, maintenant, voilà, notre avocat est prêt à se défendre contre ça si vraiment ça t'est mis de nouveau sur le tapis. Maintenant, voilà, il y aura d'autres actions pour défendre les médecins, pas que ça. Très bien. Et vous avez un tout nouveau site que je vous invite à visiter d'ailleurs, chers auditeurs, qui est très beau, qui est tout récent. Il y a plein d'outils dedans. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, Alexia, comment le syndicat Médecins Secteur 3 accompagne concrètement un praticien, un confrère, une consoeur qui envisage de passer en secteur 3, qui envisage de se déconventionner? Quels outils proposez-vous? Mettez-vous à disposition des médecins pour simplifier peut-être leur passage convention vers la hors convention, et puis une fois qu'ils sont en secteur 3, pour les aider dans leur activité quotidienne? Alors déjà tout bêtement sur le site, il y a déjà des courriers types qui sont disponibles. Il y a une page qui explique les démarches à effectuer pour se déconventionner. Après, il y a aussi des affiches potentiellement à télécharger pour informer les patients et des flyers si nécessaire pour voilà avec les tarifs, etc. Après, il y a d'autres projets qui sont en cours. Il y a des projets de créer un annuaire de médecins secteur 3 pour pouvoir s'envoyer les patients, s'adresser les patients entre médecins secteur 3, et puis aussi pour être plus facilement trouvable aussi par les patients. Il y a une interface pour les remplaçants qui va être mise en place normalement, des avantages qui seront réservés à nos adhérents quand on est en train de travailler dessus. Et puis, on envisage aussi de créer un logiciel potentiellement qui serait disponible pour nos adhérents, adapté au secteur 3, sans éléments inutiles, alourdissants, qui alourdiraient le coût de l'utilisation, comme tous les logiciels Ségur, là, qui sont vraiment complexes et puis qui nous perdent du temps. Moi, je me rappelle Mmh. d'avoir allumé mon ordinateur 3 fois quand j'étais conventionnée. C'est juste pas possible, quoi. Ouais, c'est l'horreur. Tu peux me dire le nom du site? Le site, c'est médecinsecteur3.org. Parfait. Ok, allez y faire un tour, c'est vraiment hyper utile et le site est très beau. Alexia, est-ce que tu peux me parler, alors j'ai fait un épisode, 2 épisodes en l'occurrence, longuement sur ce sujet, mais est-ce que tu peux me parler des principaux mythes autour du secteur 3? On parle de beaucoup de choses. Quand on souhaite se déconventionner, on a beaucoup de menaces, on en a déjà parlé. On nous menace que les patients ne viendront plus nous voir, que le secteur 3 serait pas très éthique pour l'égalité des soins, etc. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, quels sont les principaux mythes autour du secteur 3? Oui, après, il y en a plein des mythes. Après, j'avais fait aussi quelques petits posts sur LinkedIn Mhm. pour montrer. Bon, le secteur 3, initialement, le secteur 3 était quand même plutôt réservé à une pratique spécialisée et à une pratique spécifique. Il y avait beaucoup de médecins qui étaient homéopathes seuls, ostéopathes, et c'était ça auparavant. Et en fait, de plus en plus, on migre vers une pratique de médecine générale plutôt classique avec un exercice particulier. Donc ça, c'est aussi quelque chose un mythe déjà qu'il va falloir casser, c'est que le secteur 3 n'est pas réservé à une médecine particulière. On n'est pas obligé de faire que de l'acupuncture pour être médecin secteur 3, pour être Très déconventionné. bien.
Ensuite, les patients ne viendront plus. Les patients ne viendront plus. Effectivement, il y a un temps d'adaptation. L'activité, elle ralentit un petit peu au départ. Et puis ensuite, les patients, ils apprennent à comprendre le fonctionnement. Ils se rendent compte que, voilà, il y a un petit peu, on a déjà une disponibilité qui est meilleure, une écoute qui est plus importante, un temps à consacrer aux patients qui est plus important. Et puis finalement, notre agenda, il se remplit comme les autres. Donc voilà. Ensuite, le secteur 3 n'est pas éthique. Le secteur 3 n'est pas éthique. Le médecin, il gère son cabinet comme une entreprise. Un médecin qui est déconventionné, ça n'exclut personne. C'est-à-dire que si il a besoin de voir quelqu'un qui est dans le besoin et qui financièrement ne peut pas avoir accès à ses soins, il a tout simplement la possibilité de faire une consultation moins chère ou de faire une consultation gratuite de temps en temps. Ça, c'est tout à fait possible. Ça n'exclut absolument pas ça. Moi, j'ai des patients dans ma patientèle, ils sont encore à la C2S et ils continuent à venir me voir. Alors, ils payent un petit peu, ils payent une partie de leurs soins, et au contraire, je pense que ça les dérange pas. Même, il y en a que ça dérange de ne pas payer. Quand je leur propose d'avoir une consultation gratuite, j'en ai beaucoup qui refusent. Ils disent non. Donc, je pense que voilà, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas. De toute façon, la majorité des médecins, en tout cas que moi j'ai rencontrés, ne serait-ce que dans le syndicat, ne sont pas déconventionnés uniquement pour une raison financière. C'était plus pour une raison de pression trop importante et insupportable en fait. Enfin, Tu peux me dire, toi, pourquoi tu es passé du secteur 1 au secteur 3 l'année dernière? je pense que c'est ça. La raison, c'est trop de pression. Trop de pression de la part des patients, trop de pression de la part de la Sécu, trop de pression tout court en fait. Le fait d'être tous les jours pressé en permanence. Alors, j'avais déjà, même en laissant de la place tous les jours pour des urgences du jour, j'avais déjà 10 messages des secrétaires pour en rajouter. En fait, à la fin de la journée, on envoie 30, on envoie 40. Et en fait, on est énervé, on n'a pas assez de temps, on n'a pas l'impression d'avoir fait son travail correctement. Les patients en face sont énervés également parce qu'ils ont attendu 15 jours. Ils ont plein de choses à nous dire, ils ont des listes de motifs. Finalement, c'est un seul motif parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on rentre en conflit, c'est du conflit en permanence, et en fait, du coup, on n'a pas l'impression à la fin de la journée d'avoir fait son travail correctement, et on n'est pas satisfait, tout simplement. Alors que là, c'est tout à fait différent. On a plus de temps, les patients sont contents d'avoir des gens qui sont disponibles. Alors certes, ils payent, mais en fait, avec le temps, on arrive à se déculpabiliser et se dire qu'en fait, le remboursement, c'est pas de notre ressort. C'est le ressort, c'est l'État qui est censé garantir l'accès aux soins. Donc ça, c'est le travail de l'État. Nous, notre travail, c'est de soigner les patients, d'être disponible pour les patients et de faire notre travail correctement. Voilà. Donc après, au bout d'un certain temps, on arrive à se dire, voilà, finalement, qu'est-ce qui est plus éthique? Faire son travail correctement, faire vraiment son travail et soigner les gens comme il faut, en prenant le temps et en les écoutant, ou est-ce que c'est plus éthique, finalement, de faire une consultation, un motif, enchaîner les patients toutes les 5 minutes et avoir des consultations qui ne sont pas du tout qualitatives et qui ne rendent pas service aux patients? Finalement, moi, je me demande ce qui est le plus éthique. C'est très clair, Alexia. Est-ce que tu peux me parler des avantages du secteur 3 par rapport au secteur 1? Comment ta pratique a changé? Qu'est-ce qui a évolué? L'avantage, je l'ai déjà cité juste avant, c'est indéniablement la disponibilité. La disponibilité en termes de délai de consultation. Là, moi, c'est moins de 48 heures pour avoir un rendez-vous. Chez un médecin généraliste, pour moi, c'est obligatoire d'avoir un rendez-vous dans les 48 heures. On appelle parce qu'on est malade, on a besoin de soins rapidement, on n'a pas besoin d'avoir son médecin traitant dans 15 jours. On a besoin de voir son médecin traitant là, dans les quelques jours qui viennent. Donc ça, c'est indéniablement le point positif. Le temps de consultation aussi, le temps qu'on peut prendre. Avant, c'était 10 minutes, maximum 15 minutes. Maintenant, c'est 20, 30 minutes par patient. Donc, c'est tout à fait différent. Et donc, il en résulte quoi? Une prise en charge de qualité. Donc, voilà. Donc, ça, après, ça, c'est le gros avantage. Maintenant, je pense qu'on fera partie de toute façon du paysage médical dans les années à venir. C'est obligé. Alors, tu me disais que le secteur 3 avait beaucoup d'avantages, mais qu'il ne résolvait pas tous les problèmes. Est-ce que tu peux me dire quels problèmes persistent lorsqu'on passe au secteur 3? L'accès aux spécialistes, ça, de toute façon, ça ne change pas. L'accès aux lits d'hospitalisation quand c'est nécessaire, ça, c'est sûr que ça ne change pas. Après, voilà, c'est surtout ça. Après, Très bien. Comment tu vois l'avenir de ce secteur dans ce contexte où les contraintes s'intensifient sur la médecine conventionnée classique, sur les médecins libéraux? Comment tu vois
l'avenir du secteur 3? Moi, je pense que le nombre de médecins en secteur 3, ça va forcément croître doucement. Après, ça peut pas être un exercice qui convient à tout le monde. Donc voilà, mais par contre, comme je l'ai dit avant, ça fera forcément partie du paysage médical des années à venir, quoi. Et le déconventionnement, pour moi, c'est vraiment un acte qui doit être mûrement réfléchi pour être assumé par la suite. En fait, on a vraiment chacun notre niveau de tolérance face aux injonctions de la sécurité sociale et du gouvernement. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, ce sera chaque médecin de décider où sont ses limites et quand est-ce qu'il faut qu'il passe le cap du déconventionnement. Voilà, entre se déconventionner et arrêter la médecine, moi j'avais un choix à faire. C'était soit j'arrêtais la médecine, soit je me déconventionnais. Donc voilà, donc après chacun a ses limites et voilà. En tout cas, je pense que forcément notre nombre il ne peut que augmenter, c'est pas possible. Parce qu'on a l'impression que le gouvernement, le but du gouvernement, c'est de conventionner tous les médecins et d'inciter ceux qui se sont déconventionnés à se reconventionner. Est-ce que tu penses qu'à terme, ils n'auront pas raison de leur volonté, qu'ils n'arriveront pas à supprimer le secteur 3? Moi, je pense que de toute façon, quand on est au bout de ce qu'on peut faire, c'est soit enfin, ce que je viens de dire, c'est soit on arrête, en fait, moi, personnellement, je me vois pas me reconventionner. Je peux pas me reconventionner. Enfin, vraiment, je l'ai vécu comme de la maltraitance envers moi-même et envers les patients. Donc en fait, une fois qu'on est sorti du système et qu'on s'est rendu compte de ça et qu'on a travaillé dans de bonnes conditions, en fait, il est hors de question de retravailler comme ça, quoi. Donc en fait, se reconventionner, c'est exclu, en fait. Donc c'est soit on changera de travail, soit, eh ben voilà, c'est tout. Donc en fait, ils perdront les médecins qui sont déconventionnés. C'est tout ce qui va se passer. Et en fait, les médecins qui sont conventionnés à l'heure actuelle et qui vont craquer comme moi j'ai craqué, ben en fait, ils changeront juste de boulot. C'est tout. Donc en fait, c'est complètement, enfin, c'est inutile. C'est tout simplement, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. 100% des médecins secteur 3 déconventionnés que j'ai pu rencontrer ou même interviewer sur ce podcast souhaitent absolument rester hors convention et aucunement revenir en secteur 1, effectivement. Moi, j'en connais aucun qui s'est reconventionné. Ouais, bien sûr. Alexia, je te remercie beaucoup. J'ai appris plein de choses. Je vous invite à aller visiter le site internet du syndicat Médecins Secteur 3. Pour finir, est-ce que tu peux nous donner des conseils pratiques que tu peux nous offrir aux médecins qui souhaitent éventuellement passer hors convention pour surmonter les résistances rencontrées? Je sais qu'il y a des résistances de la part des patients. On m'a notamment conseillé dans ce podcast de ne pas prévenir les patients trop tôt du passage hors convention parce qu'on subissait une pression assez importante. On subit aussi une pression de la part de certains confrères qui ne comprennent pas, des institutions, de l'URSSAF, etc. Et même de l'entourage. Il paraît que l'entourage des médecins qui se déconventionnent est parfois très peu encourageant et soutenant dans cette démarche-là. Alors pour finir, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous offrir tes conseils pratiques, toi qui t'es déconventionné récemment, que tu peux nous donner, s'il te plaît? Bon, je pense que se faire accompagner, c'est important. Après, notre syndicat, là, pour le coup, il est là pour ça. Maintenant, il est Mhm. créé. On est là pour aider nos confrères dans les démarches administratives, partager notre expérience, se soutenir. Voilà, il y a un onglet nous contacter. On peut très bien, il suffit de nous envoyer un message. On répond au message, on s'appelle, on essaye de faire en sorte de répondre aux questions. Et puis après, bah, c'est aussi pour ça qu'il faut quand même avoir mûri sa réflexion et avoir réfléchi. Parce que, bah, en fait, il y aura des critiques, forcément. Il faut pouvoir assumer son choix. Et voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, c'est comme ça que ce sera. Maintenant, on est là pour vous soutenir, donc n'hésitez pas à nous contacter et puis on saura vous répondre. Le message est passé. Merci beaucoup, Alexia. À bientôt. Merci pour ton invitation. Bravo, vous êtes bien arrivé à la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a inspiré et apporté des clés utiles pour votre pratique. Pour ne rien manquer des prochains épisodes de Super Docteur, pensez à vous abonner dès maintenant. Si mon travail vous plaît, parlez-en autour de vous, à vos consoeurs, vos confrères et même à vos internes. Et si vous voulez me soutenir, laissez-moi une belle note de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. C'est rapide, ça m'aide énormément, et surtout ça permet à d'autres médecins de découvrir ce contenu pour que l'on partage ensemble nos idées et améliorer nos pratiques. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.